Est-ce que de nos jours, choisir d'avoir des enfants nous mène tout droit vers l'épuisement? Entre les mères à bout et celles au feed Instagram parfait, c'est pas les nuances à mettre qui manquent. Et pour m'aider, je discute de la question avec Laurie Thibouteau, maman d'un bébé surprise, partenaire de l'entreprise Monat et créatrice de contenu, Vanessa Boisvert-Cadorette, travailleuse sociale en périnatalité, doula et formatrice, ainsi que Gabrielle Darvaux, maman stratège marketing au sein de sa propre agence et fière fille de région. La suite dans quelques instants. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello, hello! Bienvenue sur Foutrement Vrai. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on entend déjà quand même pas mal parler, pour être honnête, mais j'avais envie aujourd'hui d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette thématique, l'épuisement parental. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais d'abord, comme toujours, j'aime prendre le temps de vous offrir un espace de parole pour vous présenter parce qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui savent pas qui vous êtes. Donc, je vais commencer avec Laurie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de ton vécu autour de la parentalité? Oui, dans le fond, moi, j'ai une petite cocotte de 11 mois maintenant. Et si tu m'avais demandé il y a 2 ans, Laurie, est-ce que tu veux des enfants? La réponse aurait été non. Puis c'était pas non plus tard, c'était non, jamais de la vie. C'était vraiment à ce point-là. La maternité m'appelait zéro. Puis c'est vraiment surtout parce que ce que je voyais autour de moi, les parents, je trouvais que les parents avaient l'air épuisés. Je trouvais qu'ils profitaient pas de la vie. Je trouvais que tout tournait autour de leurs enfants puis qu'ils s'empêchaient de faire énormément de choses. Et je me suis dit, la maternité n'est pas pour moi. Moi, je suis une personne qui a besoin de liberté. Je suis une personne qui a aucune routine dans la vie. Donc, avoir un enfant, ça va être impossible avec mon mode de vie. Donc, c'était une énorme phobie pour moi d'avoir un enfant. Et finalement, surprise, j'ai appris que j'étais enceinte de 2 mois en février l'année passée. Ça a été un choc. Ça a été un très gros choc. À peine. Oui, à peine. Donc, revirement de situation. Faut savoir, mon conjoint était exactement dans le même mindset que moi. Donc, les deux, là, tu sais, on n'avait pas de conflit. Un des deux voulait des enfants. Non, les deux, c'était vraiment clair. On n'en voulait pas. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais bon, on a quand même décidé d'accueillir cette petite fille-là dans nos vies. Et finalement, ben, ça va très bien. Tout se passe mieux que ce que j'avais pensé. Puis même, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai eu. Je comprends pas pourquoi je ne désirais pas d'enfant avec tous les préjugés un peu que j'avais autour de ça. Fait que c'est un petit peu mon histoire là, autour de la parentalité. Je suis conseillère pour l'entreprise Monat, donc qui est une entreprise en marketing relationnel de soins pour les cheveux, soins pour la peau. Puis en même temps aussi, je travaille maintenant pour l'entreprise Chimparo. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux, du marketing, puis de la clientèle. Donc, vraiment, là, complètement un autre domaine qui est plus fait que tu parles de maternité, la là, finalement. Génial. J'adore. Je te remercie, Laurie. Maintenant, on va passer la parole à Vanessa. Donc, vous avez toutes des vécus complètement différents. Vanessa, tu es avec nous aujourd'hui. Tu n'as pas d'enfant, mais il y a une raison pour laquelle je t'ai invitée, puis je te laisse nous expliquer ça. Oui, dans le fond, c'est ça. J'ai pas d'enfant. Moi, je suis travailleuse sociale, en fait, en périnatalité. Puis, je suis aussi doula. Donc, j'ai peut-être pas d'enfant, mais je côtoie pas mal la maternité à chaque jour dans ma pratique professionnelle. Je dirais que, tu sais, ça fait déjà 2
2 ans là, que je base ma pratique là, uniquement sur la périnatalité. Principalement, là, c'est ça, autour du prénatal, postnatal, accouchement, etc. Puis c'est ça. Mais ça fait quand même longtemps déjà là, que la périnatalité a fait une entrée dans ma vie là, en lien avec l'accompagnement à la naissance principalement. Puis c'est pas mal ça. Donc, ça va nous permettre quand même d'aller chercher une perspective encore plus large puisque, comme tu l'as dit, tu côtoies régulièrement des mamans avec des histoires complètement différentes aussi. Merci d'être là, Vanessa. On termine avec Gabrielle. Hello! Allô? Moi, je suis tout le contraire de Laurie. En fait, moi, j'ai un petit garçon qui a eu 2 ans et demi et qui était ultra, méga, giga désiré. Là, nous, dans le fond, on a fait une fécondation in vitro pour avoir Léo. Fait que c'était beaucoup de sous, beaucoup d'énergie. Puis, quand Léo est arrivé, j'ai eu mon coup de pelle. En fait, c'est pas tant que en fait, probablement que j'étais déjà épuisée avant de tomber enceinte, vu tout le processus qui venait avec. Puis après ça, j'ai eu Léo, puis j'ai été confrontée à, OK, moi, avant, je faisais ce que je voulais quand je voulais, puis là, faut que je gère un humain. Fait qu'on dirait que pour moi, ça a été vraiment comme un clash, alors que la maternité, c'est ce que je voulais le plus au monde. C'est sûr que là, maintenant que Léo a 2 ans et demi, c'est un peu différent que ce que ça a été quand il était plus petit. Fait qu'aujourd'hui, je vais un peu me replonger dans cette période un peu plus, je vais dire, difficile de ma vie, mais que maintenant, tu sais, j'accueille puis que je suis vraiment bien avec ce que ça a été mon histoire avec mon petit garçon. Puis, en fait, juste pour préciser, là, moi je suis entrepreneur, j'ai mon agence marketing, j'ai toujours beaucoup travaillé. Puis c'est ça, fait qu'on aide principalement les entreprises régionales et touristiques. Donc voilà. Merci. Ben, tu sais, oui, vos histoires sont différentes. Puis ce que ça me sonne comme cloche aussi, c'est qu'il y a peut-être une question dans les attentes qu'on peut avoir des fois et le clash des attentes par rapport à la réalité. Puis on va avoir l'occasion d'approfondir sur la question. Mais je trouve ça le fun, justement, de pouvoir montrer toutes ces différences-là aujourd'hui. Donc, on arrive enfin à notre question centrale. Et j'avais en fait volontairement envie de l'amener d'une façon peut-être un petit peu plus choquante. Est-ce que de nos jours, choisir d'avoir des enfants nous mène automatiquement à l'épuisement? Donc, à chaud, là, juste quand vous entendez cette question-là, comment est-ce que vous réagissez à ça? Qu'est-ce que ça évoque en vous si on commence avec Laurie? Ben, moi, je mets des parenthèses, on dirait, autour de ça, parce que est-ce que choisir d'avoir des enfants nous mène à l'épuisement? Je dirais oui. Mais de pas le choisir, c'est très différent. Il n'y a pas d'attente, en tout cas. Ça, c'est sûr au départ. Fait qu'on peut quasiment peut-être juste avoir des surprises positives à ce niveau-là, puisqu'on part de zéro. Ça peut... Mais oui, bon, tu dis, tu mets la parenthèse par rapport, évidemment, à ton histoire, à toi, mais tu nous l'as nommé un petit peu dans ta présentation. Tu avais cette perception-là que ça allait être l'enfer puis que tu allais être épuisé, et c'est justement ça qui faisait en sorte que tu n'avais pas vraiment envie d'en avoir. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ça? Si je te reposais la question maintenant, là. Non, moi je dis non. Moi, je dis qu'il y a vraiment moyen d'être un parent sans être épuisé. Mais c'est sûr qu'on va avoir des nuits blanches. C'est sûr que oui, il y a des journées qu'on va être fatigué. Ça, on peut pas se le cacher. On va pas se lever avec le teint rose à tous les matins, là. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen de pas se mener vers l'épuisement en étant parent. Merci, Laurie. Vanessa, de ton expérience avec ton point de vue, donc tu rencontres, oui, des mamans qui viennent juste d'accoucher, mais t'en rencontres aussi peut-être qui sont plus avancées dans leur maternité ou qui ont déjà des enfants. Quand t'entends ça, qu'est-ce que ça évoque pour toi? OK, ben pour répondre à ta question, j'espère que non. Que ça ne mène pas vers l'épuisement. Peut-être que c'est le côté naïf en ce moment. Mais non, mais c'est sûr que, tu sais, je suis biaisée par rapport à mon expérience parce que toutes les mamans qui arrivent dans mon bureau, bien souvent, elles sont épuisées, là, tu sais, d'une certaine façon pour X, Y raison. Mais, tu sais, je pense que fondamentalement, non. Après ça, j'ai une vision aussi très, très systémique, là. Fait que, tu sais, je pense que tous nos systèmes, puis socialement, fait en sorte qu'on arrive ou non vers l'épuisement. Puis, tu sais, si je rebondis un peu sur ce que Laurie, elle a dit, tu sais, pour moi, il y a une différence entre épuisement et fatigue. Puis, je pense qu'il faut comme faire cette distinction-là pour voir comme un épuisement, là, on parle d'une coche un peu plus grande, là, tu sais, que comme justement des nuits blanches, puis que oui, je suis fatiguée, mais je suis capable de reprendre le dessus, là, tu sais, fait que à chaud, ce serait un peu ma réponse. Merci de mettre cette nuance-là. Évidemment, quand on parle d'épuisement, on parle de fatigue chronique, de stress chronique, donc on est un petit peu plus loin dans le processus. Comme je vous ai dit, la question se voulait
volontairement choquante dans le sens où on entend de plus en plus parler justement du burn-out parental, des mères à bout, etc. Fait que c'est un peu dans cette continuité-là. Est-ce que en 2024, puis tu parlais de systémie, puis c'est là que c'est important de le voir aussi, est-ce que la société actuellement un peu encourage quasiment ça, puis fait en sorte que c'est comme un chemin inévitable et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, Gabrielle, toi, tu nous as dit, moi, effectivement, peut-être j'étais déjà en épuisement avant d'avoir des enfants. Fait que j'étais épuisée avec mon bébé. Fait que quand t'entends ça te dit quoi? Ben, en fait, tu sais, c'est sûr que là, j'en parle avec le recul, tu sais, d'avoir vécu ça, mais moi, quand je regardais les médias sociaux puis que je voyais toutes les mères à bout, j'étais comme, hey, moi, je serais tellement pas ce genre de mère-là. Tu sais, moi, Léo, il est voulu, on l'attend, nanana. Finalement, je me suis rendu compte que justement, les médias sociaux, le fait d'être une mère parfaite, d'être constamment en train de faire des activités avec son enfant, des vacances parfaites, nanana, on dirait que je me mettais une pression, là. Tu sais, je voulais travailler, tu sais, puis j'avais un petit poupon, là, tu sais, Léo, il y avait 4 mois quand j'ai recommencé à travailler, là. Fait que, tu sais, j'avais cette impression-là de constamment courir après mon temps. Est-ce que avoir des enfants mène à l'épuisement? Ma réponse est non, mais il faut vraiment être préparé. Tu sais, je pense que dans toute ma naïveté, moi, j'arrivais, vu que c'était un enfant qui était hyper désiré puis que je savais que je voulais être une maman dans la vie, j'étais pas prête à comme porter tous les chapeaux puis le faire comme de la meilleure façon qui soit. Fait que je pense que si j'avais été plus préparée, puis si un jour il y a un deuxième enfant qui vient se joindre à notre famille, ben c'est ce que je m'étais toujours dit, je vais être plus préparée à l'arrivée de ce deuxième enfant-là. Ben, préparé, puis peut-être aussi avec un esprit d'ouverture. Oui, dans le exactement. sens où peut-être je me laisse la possibilité d'explorer, parce que la préparation, on peut tomber dans un autre extrême aussi, c'est-à-dire de tellement préparer, d'avoir des attentes très, très précises de ce qui va se passer. Fait que c'est bien d'avoir des stratégies, mais des fois, ça peut, en fait, nous donner un faux sentiment de contrôle qui va faire en sorte que lorsqu'on va arriver dans des situations peut-être qu'on n'a pas prévues dans notre préparation, là, oups, on peut peut-être se sentir désarçonné ou pas à la hauteur ou etc. Fait que on va parler beaucoup de cet équilibre-là, un petit peu de cette ligne sur laquelle on marche, mais je pense que c'est important, oui, effectivement, quand même d'aller chercher de l'information. Puis Laurie, je sais que même si, OK, c'était pas prévu, une fois que tu as su que tu étais enceinte, tu es allée chercher le soutien, les outils puis les informations dont tu avais besoin aussi, là. Oui, exactement. Là, moi, comme c'était pas voulu, j'ai dit, OK, il faut vraiment que je sois accompagnée un peu psychologiquement là, avec tout ça. Donc, pour moi, c'est super important d'avoir une doula. Donc, Vanessa qui est doula. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est important. Donc, on a beaucoup travaillé mes craintes par rapport à l'accouchement. Tu sais, je me suis préparée physiquement aussi. Mais préparation postpartum, ça, zéro. On dirait que j'étais comme pas capable de... Je m'imaginais être enceinte, je m'imaginais accoucher. Le après, c'est autre chose. On verra, mais ça a été bénéfique quand même d'avoir cette mentalité-là parce que ça a vraiment été au jour le jour, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, là. Merci Laurie. Vanessa, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir sur l'histoire de Gabrielle. En fait, si je me permets une petite parenthèse dans le sens où, tu sais, pour accompagner des mamans qui ont vécu des processus in vitro et tout ça, que ça a été long avant d'avoir des enfants et tout ça, il y a comme une espèce de culpabilité aussi qui peut venir vite en disant comme, hey, ouais, mais je voulais tellement être maman, puis là, je trouve ça difficile. Puis là, tu sais, je sais, Annie, que tu as reçu aussi Charlie Maud Gingras, qui est également une collègue TS, tu sais, puis parler de la positivité toxique, mais il y a aussi ça dans la maternité où est-ce que, ben là, tu l'as tellement voulu, cet enfant-là, c'est pas si pire que ça, là, tu sais, tu devrais être contente, puis tout ça, là, fait que, ouais, j'avais juste envie d'ajouter ça, là, parce que c'est tellement présent, là. Oui, c'est très important, effectivement, la pression sociale qu'on peut ressentir, et on dirait qu'on navigue souvent dans les extrêmes, et ce, dans plein de domaines, mais on a parlé des réseaux sociaux, autant on peut avoir une image très, très forte de la mère à bout, là, tu sais, dont le discours est très, très, très noir, beaucoup de cynisme, etc. par rapport à la parentalité. Donc, j'en peux plus, puis à peine, tu sais, si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais pas eu d'enfant. Et à l'inverse, on peut avoir un discours qui est peut-être un petit peu trop positif, sans nuance, où tout est beau, tout est facile, tout est propre tout le temps, tout est organisé, structuré. Donc, comment naviguer dans ces deux discours-là qui sont tellement opposés quand on arrive avec justement toutes nos nuances. Oui, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça qui fait partie de la réponse de pourquoi il y a tant de parents qui sont épuisés, je pense. Donc, que ce soit votre réalité, que ça l'ait été ou pas, cette image-là, elle est quand même omniprésente
omniprésente, puis on parle aussi d'épuisement au niveau professionnel. Donc, on s'entend de la société dans laquelle on évolue, je pense, nous pousse beaucoup dans la performance. Alors, qu'est-ce qui alimente ce sentiment d'épuisement et de surmenage des parents, selon vous? Laurie. Ben, c'est sûr que les réseaux sociaux, je pense que c'est tellement une grosse partie de qu'est-ce qui peut alimenter ça, parce que tu es tout le temps en mode un peu comparaison. Puis moi, je sais au début, tu sais, ça a été un peu, je pense, l'inverse de la majorité des gens, dans le sens que il y en a beaucoup, un peu comme Gabrielle, ils ont leur bébé puis ils frappent un mur parce qu'ils sont comme, OK, là, c'est vraiment plus difficile que tout ce que je m'étais imaginé. Moi, j'étais un petit peu à l'inverse de ça. Je m'étais tellement imaginé que ça allait être la fin de ma vie que, tu sais, que là, j'ai fait comme, ah, je peux faire ça même si j'ai un bébé. Wow! Je suis capable, tu sais, je m'étais tellement fait dire de choses comme, hey, profite de boire ton café chaud parce que c'est le dernier, tu sais. Là, ma fille, elle a 11 mois, là, mon café il était chaud à tous les matins, je vous le jure, OK? Il va peut-être être prêt un jour, je sais pas. Là, tu sais, te laver, c'est un luxe ou tu sais, des choses comme ça. Tu sais, j'imagine que c'est en toute bienveillance un peu pour me préparer à ce qui m'attendait, puis c'est vraiment correct. Et moi, j'avais juste ces phrases-là qui résonnaient dans ma tête, puis tu sais, j'étais comme... Fait que là, quand je prenais ma douche, j'étais comme, ah, j'ai pris ma douche hier, je la reprends aujourd'hui, mais c'est donc bien merveilleux être maman, tu sais, j'ai le temps de me laver. Fait que j'étais tellement préparée au pire que c'est ça. Mais d'un autre côté, tu sais, je m'assoyais. Puis, j'étais un petit peu vraiment easygoing, tu sais, dans le sens que je profitais de tous les moments avec ma petite, puis tu sais, mettons que le ménage n'était pas ma priorité, puis que je me suis fait livrer de la bouffe pendant 3-4 mois de temps, là, tu sais, on va se le dire, là, j'ai pas cuisiné, pas du tout, tu sais, j'étais comme, en mode, je profite, mais là, quand je regardais, des fois, des mamans, comme tout le meal prep, pour genre la semaine, après ça, tu sais, les maisons comme rangées, tout ça, j'étais là, OK, ouais, il faudrait peut-être que je fasse. Puis là, j'étais comme, OK, non, là, arrête. Oui. Commence pas ça. T'arrivais à être zen, à être dans un certain équilibre aussi parce que très rapidement, t'as mis tes priorités là où c'était important pour toi et le ménage était peut-être pas ta priorité numéro 1. Donc, des fois, ça peut être difficile de rester connecté avec nos priorités, nos valeurs versus ce qu'on a l'impression qui devrait être notre priorité et nos valeurs, donc avec les messages qui nous sont dictés. Parlons-en de l'extérieur, justement, avec ta vision de travailleuse sociale. Tu parlais d'approche systémique, de regarder plus largement, donc au-delà de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Vanessa. Qu'est-ce qui alimente ce sentiment-là, d'après toi? Il y a beaucoup de choses. Mais en fait, la première chose, je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, oui, avec les réseaux sociaux, mais même avec tout le contenu qu'on consomme, il y a tellement d'informations. Puis, tu sais, il y a tout et son contraire aussi, là, qu'on retrouve. Puis, oui. Ça fait comme en sorte qu'on tombe, tu sais, pour plusieurs dans, hey, là, la DME, par exemple. Ah, là, il faut que je fasse comme, tu sais, le lien d'attachement, là, toute la relation d'attachement qui a été comme vraiment, vraiment popularisée dans les dernières années, tu sais, puis qui fait en sorte que, hey, écoute, si mon bébé pleure pendant 5 minutes, là, c'est sûr que son lien d'attachement, il est fini pour la vie, tu sais. Je veux dire, on entre comme dans des espèces de stéréotypes comme ça, dans des extrêmes, parce que je pense qu'il y a énormément d'informations qui circulent, puis tu sais, à un moment donné, trop c'est comme pas assez, là. Tu sais, ça déconnecte un peu de l'instinct aussi. Il y a ça, tu sais, puis d'autre part, il y a aussi tout le filet social, là, tu sais, autour de la personne, là. Tout dépendamment comment je suis entourée. Est-ce que j'ai une partenaire qui est présente, comment ça se manifeste tout ça? Est-ce qu'on a de la famille? Est-ce qu'on a des amis? Est-ce qu'on est isolé? Est-ce qu'on a des ressources autour pour nous aider ou pas du tout, tu sais? Fait qu'il y a comme tout ça qui se module aussi puis qui fait en sorte que, ben, ça peut rendre une maternité vraiment plus complexe ou pas. Puis si mon bébé, il y a des problèmes de santé ou s'il y a des choses un peu particulières, on connaît un peu quand même notre réseau de santé actuel, ce qui fait en sorte que, ben, des fois, on a des listes d'attente interminables ou bien, tu sais, comme d'avoir des services au privé, ben, j'ai juste pas les moyens pour ça. Fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se moduler. Je pense qu'il y a aussi comme, tu sais, on sait, hein, que, tu sais, mettons, là, je m'en vais vers comme autre chose un peu, mais par rapport à la dépression postpartum, par exemple, ben, on sait que la majorité des dépressions postpartum commencent en prénatal. Fait qu'il y a comme aussi tout un suivi de la santé mentale avant, tu sais, comme prénatal, puis Gabrielle, tu l'avais nommé un petit peu tantôt aussi, là, tu sais, comme de ben là, ça allait comme vraiment bien, puis tu sais, Laurie aussi, là, tu sais, dire comme, il fallait que je me prépare, puis tout ça. Il y a comme tout ça, je pense qu'on sous-estime, mais qui est vraiment important, là. Personnellement, j'ai eu le bonheur d'être accompagnée par des sages-femmes pour mes 2 grossesses, et à ma première grossesse, j'ai fait le premier 4 mois avec un médecin. Et j'ai pu constater la différence entre la vitesse du suivi, tu sais, le temps
temps qu'on passe dans le bureau quand on est dans le système de santé versus quand on a, tu sais, là, je parle d'une sage-femme, mais par exemple, si on décide d'aller de l'avant avec une doula, d'avoir une accompagnante à la naissance, peu importe, tu sais, le temps qui est pris vraiment pour répondre aux questions, pour aborder tout ce qui tourne autour de notre maternité, mais pas juste la grossesse d'un point de vue physiologique. C'est souvent là qu'on va se concentrer quand on a un suivi médical avec un médecin. On va rarement aller adresser d'autres éléments comme se préparer peut-être potentiellement à l'allaitement, comment préparer son corps plus au niveau du périnée par exemple, etc. C'est pas forcément. Puis au niveau de la santé mentale, le repos, à quel point c'est important de trouver des moments pour se reposer, des stratégies comme faire venir de la bouffe, des choses comme ça. Tu sais, c'est rare que ça va être des médecins qui vont adresser ces choses-là. Et je la vois, la différence. Alors, ce que tu as dit, c'est essentiel, à quel point on se préoccupe ou non de la santé mentale dans l'enjeu de la maternité. Je pense que ça fait toute la différence. Si on a quelqu'un qui ouvre les questions autour de notre santé mentale, ça va être, je pense, un petit peu plus facile de mettre déjà des garde-fous pour se protéger un petit peu en avance. Donc, avant d'arriver ultra fatigué, justement, quand tu viens d'accoucher et que là, tes ressources internes sont très limitées et que là, t'as un être humain qui est là dans tes bras, puis si c'est ton premier, tu dois apprendre tout, hein, de zéro. Fait que bref, je pense que ça, c'est important de le nommer, puis c'est pas juste au niveau de la parentalité. Je pense que c'est dans tous les sujets possibles. La question de la santé mentale est souvent sous-estimée, puis c'est donc important de l'adresser. Laurie? Oui, ben justement, concernant ça, la santé mentale, moi, j'ai été 4 jours à l'hôpital après avoir accouché, puis ça a été les 4 pires jours de ma vie, là, que je dis, là, j'ai vraiment pas eu nécessairement un bon service, entre guillemets, sauf la dernière journée, j'ai rencontré un médecin, puis cette médecin-là, vraiment une perle, puis elle a écrit en grosses lettres, parce que j'ai été 4 jours à pleurer, bien évidemment aussi, je dormais pas, dans mon dossier, tu sais, femme qui désirait pas d'enfant, accouchement long et difficile. Il y avait plein de choses. Fait qu'en grosses lettres, était écrit dans mon dossier, attention, risque de dépression postpartum. Puis, elle m'a parlé de ça. Elle est venue s'asseoir avec moi. Elle a pris 2 heures avec moi, la médecin, dans la chambre. Moi, j'avais déjà pris de la médication pour la dépression par le passé. Donc, elle m'a suggéré, comme en prévention, de recommencer ma médication pour le retour à la maison parce qu'elle voyait que j'étais vraiment fragile émotionnellement. Puis, chose que j'ai acceptée et je crois que ça m'a vraiment aidée aussi. Elle m'a donné plein de mini-trucs, dans le sens où elle m'a dit là, je sais que toute ta famille va vouloir venir chez vous voir le bébé. Hein. Mais elle dit, tu dis non. Elle dit, il y a des gens qui veulent venir, te gêne pas. Tu leur dis, d'accord, mais vous ferez mon ménage en même temps. D'accord, vous m'amènerez à manger. C'est d'accord, vous ferez ça. Elle dit, tu ne te gênes pas. Elle dit, c'est toi la reine, tu as le droit de mettre tes limites. Puis ça, là, ça m'a tellement parlé, ça l'a tellement résonné, puis je suis convaincue que si j'avais pas rencontré cette médecin-là, mon postpartum aurait été extrêmement différent. Oui, j'aurais eu ma douleur, j'aurais eu du soutien, ça c'est sûr et certain, mais elle a fait une énorme différence pour moi. Oui, parce qu'elle a pris le temps. Et cette notion de temps, on a parlé de préparation, tantôt on a parlé, mais il faut il faut se donner le temps nécessaire. Donc, bravo à cette professionnelle-là de prendre le temps lorsque c'est nécessaire, justement, avec les patientes. Et j'espère que ça peut inspirer d'autres professionnels à l'entendre, à quel point ça peut changer des vies, à quel point ça peut faire une différence de travailler en prévention. Donc, non, il n'y avait rien de confirmé que là, tu étais en dépression postpartum, mais elle a dit, ben, garde, vaut mieux prévenir et mettre les choses en place maintenant pour s'assurer de pas se rendre jusque-là. Et ça, c'est parce qu'elle a pris le temps. Alors ça, je trouve ça extraordinaire d'entendre ça. Gabrielle. En fait, moi, ça a vraiment pas été un enjeu de postpartum, là. Tu sais, moi, pour vrai, après, ça a super bien été. Tu sais, on était full bien entourés. Mon chum était full présent. Moi, ça a vraiment été un long processus qui m'a mené à l'épuisement. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de l'adresser, là, dans le sens que même si t'as tous les outils en main, dans le sens que j'avais un médecin en or qui me suivait très bien. Mes parents étaient là. Mon chum était là. Mes beaux-parents étaient là. Tu sais, on avait des bras pour nous aider. Puis, je me suis quand même rendue à l'épuisement. Mais tu sais, c'est sûr que moi, c'est pas un épuisement nécessairement parental, là, parce que, tu sais, je veux dire, oui, Léo a amené une couche de plus dans mon épuisement, mais je pense que c'est comme un épuisement de tout. C'est quand j'ai compris que lâcher prise sur, justement, la liste de choses qu'il faut que tu fasses avec un bébé. Tu sais, comme moi, mettons, chez nous,
Au début, Léo dormait dans notre chambre dans un Moïse, comme ce qui est recommandé par Santé Canada. Et à 6 semaines, j'ai dit, OK, là, ça va faire. Parce que moi, Léo, il dormait la nuit, là. C'était vraiment pas un enjeu de se réveiller, il dormait. Sauf que moi, dès qu'il faisait un petit bruit, là, je me réveillais, je regardais, j'ai pris Léo, je l'ai mis dans sa couchette. Hey, tout le monde a dormi, là. Genre, j'étais comme, hey, quelle idée de génie. Mais ça, on te le dit pas, genre, hey, tu peux le faire dormir dans ta couchette, là. C'est pas parce que tu le fais dormir dans son lit à lui qu'il va avoir une mort subite du nourrisson, là. Tu sais, on te dit pas ça. On te dit genre, hey, garde ton enfant à côté de toi pendant 6 mois parce que ça se peut que tu te lèves un matin puis qu'il soit plus là, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, ça a été plein de petites choses que j'ai fait dans le quotidien qui ont fait que, hey, sais-tu quoi, genre, c'est pas grave. Je pense qu'il y a ça aussi, de désamorcer un peu ça. C'est sûr que c'est un très long processus, là, comme on disait tantôt. Il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup, tu sais, tout ce qui est parentalité positive aussi, là, tu sais, c'est le fun de faire de la parentalité positive, mais à un moment donné, ça tire du jus, là, tu sais, c'est comme... Fait qu'il y a tout ça aussi qui vient comme jouer dans la tête, surtout des mamans, là, tu sais, parce que moi, mon chum, il était vraiment comme go with the flow, tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'étais là, faut qu'il y ait une routine, faut qu'il boive 3 heures, puis nanana, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tout ça, ça... Je pense qu'il faut nommer qu'il y avait une prédisposition à. C'est-à-dire que la exactement. Personnalité... notre personnalité va faire une différence aussi. Si on a une tendance perfectionniste et être dans la performance, ben c'est sûr qu'il y a des fortes chances que ça vienne se transférer aussi dans notre parentalité. Fait que oui, c'est un enjeu, puis oui, d'être capable de lâcher prise, ça va aider, effectivement. Puis encore là, on revient avec la question des priorités et des valeurs. Tu sais, tu l'as dit, ça prend de l'espace, ça prend de l'énergie là pour faire une parentalité positive en tout temps. Et c'est là qu'il faut peut-être se demander, est-ce que c'est là que je veux la mettre, cette énergie-là, maintenant? Est-ce que peut-être je vais la mettre là plus tard? Est-ce que je peux vraiment la mettre partout en même temps? Non, malheureusement. Puis dépendamment de chaque personne, à quel point sa batterie elle est vide ou pleine, ben l'énergie à mettre à différents endroits sera pas au même degré, au même niveau pour chacune. Fait que c'est là que je pense que c'est super important de revenir à soi, de déconnecter un petit peu des conseils, de l'information qu'on reçoit de l'extérieur, puis de revenir à qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant. Ça veut pas dire que ça changera pas demain, dans une semaine, dans 3 mois, mais de vraiment revenir à soi régulièrement, je pense que ça fait la différence parce qu'on se mentira pas dans tous les domaines. Il y a une certaine forme de pression sociale qui est mise de toujours être dans une performance, puis de respecter les recommandations, puis d'être un bon modèle, puis etc., etc. Tu sais, c'est là. C'est dans l'ère ambiante, disons-le ainsi, dans notre société à l'heure actuelle. Ça m'amène à vous parler justement de vos croyances et de vos attentes que vous aviez avant d'être parent versus quand vous êtes devenu finalement maman. Comment est-ce que ces croyances-là ont évolué? Avez-vous eu des surprises, bonnes ou mauvaises? C'est correct aussi. Puis Vanessa, bien évidemment, quand ça va être ton tour, on va aller plus dans ton expérience avec les mamans que tu as côtoyées. Laurie. Comme vous en attendez, j'ai eu une surprise. Donc, c'est sûr que moi, mes croyances, c'était que j'allais être épuisée, que j'allais pas avoir le temps de rien faire, que j'allais pas avoir le temps de prendre soin de moi. Puis finalement, ben, ça, c'est quand même l'inverse qui s'est passé dans le sens que moi, je dis que Ariel, c'est le nom de ma fille, elle me donne de l'énergie, elle m'a donné ce que j'avais besoin. Ça a vraiment été l'élément qui manquait à ma vie. Mais faut savoir que j'ai vraiment mis de côté toutes les croyances, recommandations, tout ça. J'ai vraiment mis ça de côté, là. Tu sais, je fais peut-être sans doute tout ce que je dois pas faire selon le médecin avec ma fille, mais c'est vraiment comme ça que je suis heureuse, puis elle a aucun problème de développement. Juste exemple, moi j'étais une personne anti-routine, puis on entend tellement parler qu'un enfant, ça a tellement besoin d'une routine. Il faut tellement qu'il mange à telle heure, qu'il fasse sa sieste à telle heure, puis là, il faut qu'il dorme de telle heure à telle heure, sinon il ne sera pas content. Puis là, il faut qu'il se couche de telle heure à telle heure, sinon la journée d'après, ça va être épouvantable. Puis là, il faut qu'il y ait une routine d'avant dodo, hein, tu sais, le bain, la lecture, la musique, le ci, le ça. Moi, là, juste entendre ça, là, je suis épuisée. Je fais la crêpe à terre, là, tu sais, c'est comme... Au secours! C'est au secours, faites quelque chose, tu sais. Fait que je pouvais pas faire ça avec mon enfant, c'était impossible. Donc, il y en a qui me demandent, tu sais, c'est quand la sieste de ta fille? Quand elle est fatiguée? Elle se couche à quelle heure? C'est tellement culturel, là. C'est tellement culturel. On s'entend, c'est très nord-américain, là, toute cette histoire de routine, parce que puis ben nord-américain, plus occidental, disons-le ainsi, parce que dans plein de pays dans le monde, là, les enfants accompagnent le parent dans son quotidien, dans sa vie, il dort quand c'est possible, en arrière, dans le dos, dans le porte-bébé, etc. Tu sais, ça a été comme ça, là, la nuit des temps. Mais à un moment donné, on a voulu justement
systématiser, rendre ça efficace, rapide, tout le monde pareil. Il faut pas que ça soit compliqué. Il faut avoir le même conseil à donner. Fait que c'est là qu'on en est venu à peut-être se déconnecter des besoins finalement, parce que c'est pas vrai que tout le monde a besoin de la même routine, de la même façon, que tout le monde fonctionne de façon identique. Et on s'entend que si toi, t'es pas bien dans la routine, ben, t'imposer à toi de faire ça avec ton enfant, c'est faire en sorte que toi, t'es dans une posture dans laquelle t'es pas bien. Et ça, pour moi, c'est pire encore. Si toi, tu te sens pas bien, t'es tendu, ben, c'est ce que je pense que tu vas transmettre le plus à ton enfant, finalement, peu importe le choix que tu fais, là. Je pense que, oui, il y a peut-être des questions à se poser là-dessus, puis je suis contente de voir que tu t'es pas laissé prendre au jeu de dire « Hey, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui est pas correct », puis là, finalement, il faudrait que je rentre dans le cadre qu'on essaie de m'imposer. Ça n'a pas dû toujours être facile, par exemple. Non, pas du tout. Puis tu sais, je dirais qu'une fois, je me suis laissée prendre au jeu parce que, tu sais, on me dit, je me faisais dire souvent, ta fille, elle plein trop tard. Tu sais, c'est comme pas de bon temps, un enfant qui se couche à 10 heures le soir, tu sais. Fait que t'as pas de temps. Mais tu sais, mon conjoint travaille le soir. Fait que j'ai pas de temps avec le soir pareil, là. Fait que c'est pas un problème, là. On est ensemble le jour. Puis je me suis dit, bon, OK, là, on va commencer ça. Une petite routine, le bain, la petite musique, le berçage, puis le petit dodo à 7h30, 8h. Fait ça 2 semaines. J'ai les 2 semaines les plus malheureuses de toute ma vie, là. Ça ne fonctionnait pas. J'avais l'impression que je passais ma soirée à endormir mon enfant. Je faisais rien d'autre. Fait que là, maintenant, c'est non. Si t'es fatigué à 8h, on va te coucher à 8h. Si t'es fatigué à 10h, ça sera à 10h. J'avoue, quand il est rendu minuit, j'ai vraiment hâte qu'elle dorme, OK? Mais ça, c'est rare quand même que ça l'arrive. C'est la même chose pour les repas, là. Tu sais, il y en a, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Tu sais, ça doit être l'heure qu'Ariel mange. Bon, on mangera une autre heure cette journée-là. C'est pas plus grave que ça. En fait, elle a pas vraiment d'heure, tu sais. Puis à date, ça va super bien. Mais je comprends que c'est pas tous les parents, peut-être, qui peuvent avoir ce luxe-là. Exact. De vraiment ne pas avoir de routine, de ne pas vivre selon l'heure qu'il est dans la journée. Moi, j'ai ce luxe-là avec mon travail que je fais mon propre horaire. Puis ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que je me suis offert, que j'offre à ma fille, parce que sinon, je sais que je serais une mère stressée, épuisée. Ça serait impossible que je regarde l'heure pour vivre. J'ai jamais été comme ça. Fait que de vivre avec mais une tu as heure. fait des choix de vie en conséquence aussi, puis c'est ce qui te permet de faire ça. C'est sûr qu'il y a peut-être la préoccupation aussi de l'entrée à l'école, l'entrée à la garderie, l'entrée. Tu sais, souvent on le voit là, le parent va vouloir préparer l'enfant à ce qui s'en vient là. Tu sais, il va falloir qu'elle soit capable de manger à heure fixe là, parce que si à la fin à 10h là, ben la collation est pas à 10h, hein. La collation est à 9h, puis après ça c'est le dîner. Mais ça reste que même dans les garderies de plus en plus, on va voir des approches qui sont plus centrées sur les besoins. On va voir plus de flexibilité apparaître. Là. Puis je vous dis bien, à pas de tortue, mais ça existe. Dans les pouponnières, dans les groupes en CPE, des collations plus libres où l'enfant va pouvoir manger quand il a faim. Même chose pour les dîners, la sieste aussi. Donc, il y a cette ouverture-là graduelle, mais je peux comprendre qu'on se dit « Hey, la société, c'est pas de même qu'elle marche, puis au travail, puis à l'école, puis fait qu'on veut donc. » Ben moi, j'ai le goût de dire des fois, ben justement, quand on a encore le luxe de le faire, tu sais, on peut sacraper un petit peu avec les structures puis les choses imposées, on peut se détacher de ça, tu sais, fait que faisons-le quand c'est possible. Vanessa. Moi, ce que j'entends souvent dans mon bureau, c'est j'ai l'impression qu'on m'a menti sur comme qu'est-ce qui allait être le postpartum, tu sais, puis la parentalité en général, tu sais, que comme on m'a caché des choses. Puis comment j'aime beaucoup l'apporter, là, j'aime bien imaginer mes théories, mais je dis souvent aux parents que je rencontre, premièrement, en fait, la parentalité, c'est un nouveau rôle social. Hein. C'est déjà à la base, là, OK? C'est un nouveau rôle social. Ça fait longtemps, en Moses, quand on devient parent, qu'on n'a pas eu de nouveau rôle social dans notre vie. Il faut comprendre que, tu sais, nos rôles, là, à part celui de conjointe, peut-être qui s'est ajouté plus tard, là, mais tu sais, autrement, l'école, puis tout ça, tu sais, ça fait longtemps qu'on est là-dedans, ça fait longtemps qu'on est une fille, une sœur, une amie, etc., tu sais, fait que le rôle de parent, il s'ajoute. Puis ce que je nomme souvent, en fait, justement, par rapport à cette image-là, c'est de dire, honnêtement, là, si comme la parentalité, c'était un invité qui arrivait chez nous, là, on le trouverait bien mal poli, là. Parce qu'il arrive, il prend toute la place, puis lui, il s'en fout, là, de comme, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire, là, tu sais. Fait que, il prend toute la place, puis c'est lui qui décide, tu sais, d'une certaine façon. Fait que, déjà, quand on dédramatise un petit peu puis qu'on fait comme OK mais c'est temporaire aussi là tu sais
pas temporaire dans le sens où l'enfant repart pas, là. On peut pas le retourner une fois qu'il est arrivé, mais tu sais, je veux dire, il y a aussi, tu sais, comme beaucoup de phases, là, à la parentalité. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, ben, on réussit à retrouver un certain équilibre. Mais c'est sûr que c'est une grande phase de déséquilibre, la parentalité, là, puis à tout le temps, là, d'une certaine façon. Il y a tout le temps comme des adaptations à faire, il y a tout le temps comme des nouvelles connaissances. On apprend à connaître notre enfant en même temps qu'il apprend à se connaître, là. Fait qu'il y a comme quelque chose dans le développement de l'enfant qui est aussi le développement du parent, là. Fait que... Mais c'est pas ça la vie. Ben oui. Tu sais, de se dire, de se rappeler peut-être que c'est comme ça dans n'importe quel changement. T'as un nouvel emploi, peux-tu te laisser du temps puis de l'espace justement pour t'adapter à ce changement-là? Ouais. Pour moi, la parentalité, c'est un changement de plus, effectivement. Et peut-être qu'on a désappris à se laisser du temps dans les transitions, dans les changements dans notre vie, parce que tout va tellement vite tout le temps, puis il faut avancer, puis il faut être productif, etc. Ça en est un peut-être encore plus majeur, hein, un changement, parce qu'on devient responsable de la vie d'un autre être humain. Fait que je pense qu'on se met encore plus de pression, peut-être, sur nos épaules qu'une nouvelle job. Mais oui, on revient encore à l'idée du temps. Merci, Vanessa. Gabrielle. Moi, en fait, j'étais tout le contraire encore. En fait, quand j'ai eu Léo, quand j'ai recommencé à travailler, j'étais sur les Pinterest. C'est quoi la routine d'un enfant? OK, un enfant doit se lever à telle heure, doit se coucher à telle heure. J'étais très, très structurée. Puis Annie en a un peu parlé tantôt, là. J'ai un perfectionnisme très, très élevé. Et je suis une fille de routine. Tu sais, j'aime ça avoir mes petites routines, mes petites affaires. Fait que c'est sûr que tout ça, ça a pas aidé. Après, à comme accepter que ma vie ne serait plus jamais la même. Puis ça, je trouve que c'est important de le dire, là, parce que oui, il y a des gens qui sont comme « Ah, tu vas voir, un enfant, ça change pas ta vie. » Non. Attends, là. Ça change ta vie. Maintenant, c'est comment toi, tu vas le gérer qui va peut-être être un peu différent d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, là, 2 ans et demi plus tard, je sors tout juste de mon épuisement. Je commence à prendre du mieux. C'est sûr qu'il y a eu aussi tout l'aspect qu'on ne parle pas beaucoup, mais on en parle de plus en plus, mais les fameuses garderies. Tu sais, moi, j'ai eu Léo à la maison, là. Tu sais, Léo, il commence à garderie la semaine prochaine, là. Fait que ça fait 2 ans que Léo, il est chez mamie, il est chez nous, il voyage un peu. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que des enfants, là, ça s'adapte tellement bien, là, qu'il y ait 0 mois ou 2 ans et demi, ça s'adapte super bien. Puis, tu sais, je pense que justement de les intégrer dans notre quotidien un peu comme ce que Laurie fait, ben, que t'aies une routine ou pas, l'enfant, il va s'adapter à toi. Tu vas le rentrer à la garderie, il va s'adapter à la garderie. Il y a aucune résistance dans ces petites bêtes-là. Fait avec le recul, je vois ça, mais tu sais, c'est sûr que moi, ça a été, comme, tu sais, Annie, tu nous disais quelle surprise vous avez eu. C'est sûr que moi, ça a été une moins belle surprise parce que, ben, j'idolâtrais tellement la maternité puis je l'attendais depuis tellement longtemps. Comme Vanessa disait, tu sais, la culpabilité de comme, oh mon Dieu, mais genre, cet enfant-là, je le voulais tellement puis là, finalement, je suis comme plus sûre que genre, ça fait mon affaire. Aujourd'hui, je regrette 0 ma décision, là, tu sais, je suis vraiment pas une mère à bout qui veut retourner mon enfant chez le fabricant, là, vraiment pas. Mais tu sais, je pense que c'est important d'être conscient puis peu importe quel type de processus va vous amener à la maternité, que c'est pas, tu sais, le sentiment de culpabilité, il peut être là, mais ça vous définit pas en tant que parent, tu sais. C'est normal qu'il y ait des moments que c'est full hot, puis il y a des moments que c'est vraiment de la merde. C'est normal. Oui, puis tu sais, il va y avoir des moments où tu veux le renvoyer chez le fabricant. Il y a des phases. Bon, moi, je vis avec la phase qui s'appelle adolescence en ce moment. Elle va être différente pour chaque famille. Fait que je fais toujours attention quand je transmets un message parce que je pense que la clé, elle est là. C'est mon expérience dans ma famille avec l'adolescence. Tous les adolescents ne vivent pas les choses de la même façon dans toutes les familles. Mais ça reste que oui, ça m'arrive d'avoir envie de faire un retour à l'expéditeur et c'est normal. Ça enlève rien à qui je suis comme mère de façon globale. Alors, parlons-en de la culpabilité. C'est quelque chose de tellement présent et qui, je pense, peut venir alimenter le sentiment d'épuisement énormément. Est-ce que vous la ressentez parfois? Donc, Gabrielle, tu nous en as parlé un peu, mais de pas en faire assez ou d'en faire trop ou de pas être à la hauteur avec votre enfant. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? En fait, comment vous naviguez avec ce sentiment-là, Laurie? Ben, je pense qu'on serait pas des mères si on n'avait aucun sentiment de culpabilité, là. Je pense que ça vient avec, là. Moi, je dirais que c'est dans le sens que je me fais souvent dire que j'en fais trop. Je fais énormément de portage. Ma fille est presque tout le temps sur moi. Je fais du cours dodo, donc ma fille n'a aucune
indépendance entre grosses guillemets. Puis bon, ben tu sais, j'allaite encore, donc maintenant, qui considère quasiment comme un allaitement prolongé. Donc, rendu à presque 1 an. Fait que ça, c'est des choses que je me fais dire, hey, t'as-tu pensé arrêter d'allaiter bientôt? Coucher dans son lit, c'est pas, tu sais, c'est bon pour elle, hein, c'est bon qu'elle soit indépendante parce que, tu sais, elle va être collée sur toi, puis, tu sais, mais semble la déposer, hein, un peu de temps en temps, ça lui ferait du bien, tu sais, mais dans un contexte avec d'autres bébés ou avec d'autres personnes, ma fille est tellement sociable, elle aime tellement les gens, elle va voir les gens, fait que je ne vois aucun problème dans son développement à dormir avec elle et à la porter en tout temps parce qu'elle a aucun problème d'être avec d'autres personnes. Si je voyais un problème, peut-être que je me questionnerais. Je me dirais, peut-être que, ouais, effectivement, c'est pas bon pour elle, mais je n'en vois pas. Donc, je dis merci de votre opinion et je continue à y aller selon mon feeling parce que moi, ça me permet de faire du portage, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire, pas vivre autour de ces pièces. Faire dormir avec moi, ça me permet de bien dormir parce que ma fille, non, elle les fait pas ses nuits, elle se lève 4-5 fois par nuit. C'est pas vrai que je vais me lever du lit 4-5 fois pour aller l'allaiter dans la chaise berçante puis dire, là, tu fais dodo dans ton lit. Non, je serai pas capable. Donc, si je veux pas être épuisée, faut que je fasse ça. Tu sais, j'ai juste le goût de dire amen parce que j'ai fait toutes les mêmes choses que toi, c'est sûr, je me suis retrouvée là-dedans. Il y a des mamans qui se retrouveront pas là-dedans, puis ça va être correct aussi. Elles vont recevoir des conseils similaires, mais dans une autre direction, dans le sens où peu importe ce que tu choisis, là, peu importe ce que tu choisis, quel choix tu fais dans ta parentalité, il va y avoir des gens pour critiquer. Il va y avoir des gens pour dire « Hey, c'est pas correct. Hey, tu devrais faire plus. Tu devrais faire moins. » Puis c'est le reflet de leur propre valeur ou de leur propre expérience ou de leur propre sentiment de culpabilité. Donc, tu sais, moi, je l'ai pas faite. Fait que là, je te dis qu'il faudrait pas que tu le fasses parce que ça vient me challenger. Tu sais, je me sens poche par rapport à ça. Fait que si tout le monde revient à soi puis arrête de se comparer à ce que les autres font, ben, ça enlève un petit peu de ça aussi, puis de faire attention, comme je disais, de mettre des nuances. Ta réalité, à toi, Laurie, comme la réalité de la personne qui t'a donné ce conseil-là, elles sont différentes, ces deux réalités-là. Alors, déjà, avant de s'autoriser à donner un conseil à un autre parent, que tu sois parent ou non parent, dans les deux cas, pour moi, c'est la même chose. T'as pas plus le droit de donner un conseil à quelqu'un sans avoir validé si cette personne-là était prête à le recevoir. Fait que ça, là, le monde change si on commence dès aujourd'hui juste à demander la permission avant de donner des conseils parce que souvent, ça vient ébranler plus que d'autres choses, les convictions, l'estime de soi. Tu sais, on sait pas la personne qui reçoit le conseil, comment elle-même, elle se sent par rapport à ses décisions, là, si elle est bien avec ses décisions. Fait que quand on fait ça, là, peut-être qu'on vient juste là brasser des choses qui sont pas agréables pour la personne, on l'aide pas du tout. Et même si je sais, là, puis je le dis, là, que l'intention, elle est positive, là, 99,9% du temps. Mais ça reste que, si c'est pas le bon moment ou la bonne façon de l'amener le conseil, ça peut être plus négatif que d'autres choses, finalement. Donc, bravo de t'être écouté, Laurie, puis d'être capable de dire, parce que c'est pas toujours évident, être capable de dire, hey, merci pour ton conseil, mais je vais passer mon tour. C'est pas, avec la belle-mère, des fois, ou avec certaines personnes autour de nous, des fois, c'est dur de mettre nos limites, hein? Vanessa, est-ce que c'est quelque chose que t'entends? Justement, chez les mamans que t'accompagnes? Ben certainement. Certainement. Mais tu sais, je pense que tu as très bien nommé les choses, là, Laurie et Annie, là, en fait, par rapport à ça, tu sais, par rapport à la culpabilité. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Je trouve ça intéressant, là, tu sais, mettons, parce que, tu sais, il y a aussi l'espèce de, justement, culpabilité avec laquelle je suis pognée puis que j'ai l'impression d'être la seule au monde à être pognée avec ce sentiment-là, tu sais, qui alimente, je pense, beaucoup ce sentiment-là et fait en sorte que je me sens encore plus mal avec ça, puis j'ai peur d'exprimer, tu sais, parce que il y a la culpabilité qui est comme assez cousine avec la honte même des fois, là, tu sais, fait que faut comme venir aussi défaire ça un peu, j'ai envie de dire, tu sais, de justement, hey, je me sens coupable, je t'aboute, là, j'ai vraiment envie, tu sais, comme on disait tantôt, de renvoyer mon enfant chez le fabricant, mais là, hey, c'est donc honteux, tu sais, d'être comme ça dans cette espace-là, émotif, mental, tout ça. Fait que tu sais, de venir déconstruire ça puis dire justement que, ben c'est normal, là. Tu sais, je veux dire, d'avoir des moments qui sont plus rough que d'autres, là, à travers ce processus-là, puis que moins j'en parle,
plus je reste dans ces émotions-là. Je pense que c'est vraiment la clé d'aller en parler un peu, puis de trouver des espaces sécuritaires pour le faire aussi, là, justement, tu sais, pas un espace de conseil, mais un espace d'écoute, vraiment, là. Genre les groupes Facebook de maman. Mon Dieu, moi, ça a été salvateur de me sortir de ces espaces-là à un moment donné, de faire « Oh my God, j'en peux plus ». De voir à quel point parfois on peut être agressif à vouloir défendre, tu sais, notre façon de voir la parentalité, alors que t'as pas personne à convaincre. Là. L'important, c'est que tu sois bien avec, puis c'est correct. Mais tu sais, des fois, justement, parce qu'on peut parfois hésiter, douter, être dans la culpabilité, on ressent le besoin de convaincre le monde entier que c'est notre façon de faire qui est la bonne. Mais tu sais, on peut-tu justement, c'est comme juste se sacrer patience mutuellement puis de se respecter dans nos choix. Je pense que ça fait une différence. Merci. Gabrielle, j'ai envie de bifurquer un petit peu la question puis de t'amener un peu, toi, comment, parce que je le sais, tu nous l'as dit précédemment que t'en ressentais de la culpabilité. Comment est-ce que tu trouves une certaine forme d'équilibre là-dedans? Comment t'arrives à t'en sortir de cette culpabilité-là? Je vais être vraiment cru, mais moi, c'est quand j'ai accepté que j'allais fucker mon enfant, peu importe qu'est-ce que j'allais faire. Mais en fait, je suis suivie par une psy depuis quelques mois. Là, quand j'ai vu que je souffrais d'un épuisement, j'ai décidé de prendre comme le taureau par les cornes puis d'aller comme consulter. Puis c'est ma psy qui m'a amené dans cette réflexion-là. Puis j'étais comme, hey, t'es là, tu sais, Gabrielle, tu peux donner le meilleur à ton enfant, puis tu peux le rendre complètement, c'est pas les termes qu'elle a utilisés, mais moi c'est comme ça que je l'ai interprété, mais complètement fucké, puis tu peux rien y donner, là, tu sais, tu peux le laisser dans sa merde, puis il peut faire un très bon citoyen. Fait que maintenant, tu sais, à toi de voir comment tu gères la situation, puis honnêtement, juste ça m'a, tu sais, oui, c'est drôle dit comme ça, mais ça m'a enlevé énormément de culpabilité parce que je me suis dit, hey, c'est vrai, là, peu importe qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant, je peux pas le mettre dans du papier bulle puis pas le mettre en contact avec le monde extérieur. Fait que, tu sais, à un moment donné, je vais faire du mieux que je peux avec les compétences que j'ai. Regarde, on verra où ça va aller. Absolument, il va suivre son propre chemin, puis je trouve que c'est une grosse responsabilité qu'on se donne de penser que c'est nous qui allons avoir le pouvoir à 100% de créer un être qui va évoluer et grandir, tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'influence tout le tour, puis oui, au niveau des personnes, mais aussi au niveau de l'environnement, du contexte social, etc. Mettons qu'on le dit de façon un peu moins crue, en gros, sans forcément dire qu'on va le fucker, c'est qu'on n'a pas du tout le contrôle sur le résultat final. Peu importe l'éducation qu'on donne, qu'elle soit bienveillante ou pas, peu importe. Puis tu sais, on entend souvent dans le discours de dire « Ouais, tu sais, dans le temps, les enfants, tu sais, mangeaient des Joe Louis dans leur lunch, puis ils buvaient un Pepsi, puis ils sont en santé pareil. » Tu sais, on entend toujours des discours de même. Il y a une partie qui est peut-être un peu intense, exagérée, mais il y a une certaine part de vérité dans le sens où il y a des modes, il y a des courants. Regarde, pendant un temps, on les a mis sur le dos, l'autre temps, on les a mis sur le ventre. C'est correct, tu sais. Je veux dire, oui, il y a des courants de pensée, ça évolue, ça change, parfois pour le mieux, parfois pour le moins, mais revenons encore une fois à nous, à qui on est, à ce qui est important pour nous. Puis je pense que la clé, elle se situe beaucoup là-dedans. Laurie, toi, au niveau de la culpabilité, est-ce que tu en as ressenti quand tu as appris que tu étais enceinte par rapport au fait que, tu sais, parce que je sais qu'il y a eu de l'ambivalence un peu de dire hey, je veux pas d'enfant, mais là, tu sais, j'en ai un dans mon ventre. Est-ce que ça l'a amené de la culpabilité au début pour toi? Ah oui, ben oui, c'est sûr. Puis je pense même que c'est une des raisons pourquoi mon accouchement a été si long. À un moment donné, je l'ai nommé vraiment là, à ma doula. C'était comme ça fait 18 heures que j'étais en contraction. J'avais pas pris la péridurale encore parce que je la voulais pas. Je voulais un accouchement naturel. Puis là, j'ai dit, je pense que je vais la prendre parce que déjà que je la voulais pas, là, j'ai l'impression que je vais l'haïr. J'ai vraiment nommé ça. Tu sais, je me sens comme vraiment mal de dire ça aujourd'hui, là. Mais c'est comme, faut que je prenne la péridurale, sinon je vais haïr mon enfant, là. Je suis plus capable, là. Puis là, elle a fait comme, OK, ouais, là, on est rendu que, oui, effectivement, on est rendu que t'en as besoin, là. Fait que ça, c'est une culpabilité que j'avais beaucoup. Est-ce que je vais être capable d'aimer mon enfant? Est-ce que je tenais à allaiter, là, mordicus parce que j'étais comme, il faut que j'aille un lien d'attachement avec mon enfant. Puis tu sais, c'était pas le il faut que j'aille un lien d'attachement, c'est faut que je le laisse pleurer, tout, c'est comme dans tout ce qu'on entend. Là. Non, moi, c'est il faut que j'apprenne à aimer cet être-là, là, parce que tu sais, tout le temps qu'il était dans mon ventre, j'étais pas capable de parler. Incapable de parler à mon enfant. J'étais mentalement prête, physiquement prête, mais psychologiquement, vraiment pas. C'est complètement fou, là, mais quand j'ai accouché, quand j'ai touffé, pendant qu'elle sortait à sa tête, on dirait que là, j'ai eu le déclic, j'ai fait comme
OK, j'ai un bébé. Là, c'est comme ça l'a embarqué, tout ça. Fait que ça, c'est une fois, oui, que j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Puis effectivement, même avec le temps, il arrive toujours là, des moments qu'on se sent pas bonne, qu'on se sent, qu'on perd un peu patience. On est comme, oh boy, je m'étais dit que j'allais pas perdre patience. Mais non, on va perdre patience. C'est sûr et certain, que ça arrive. Donc, voilà. Vanessa, en rafale comme ça, est-ce qu'il y a des conseils, des trucs que tu donnes clé en main souvent aux mamans justement pour les aider avec ces moments inévitables où elles vont se sentir pas à la hauteur, pas une bonne maman, qu'elles auraient aimé agir autrement, etc. Qu'est-ce que tu leur dis? J'ai pas de conseils magiques. J'ai pas Non, de... ça existe pas. Non, ça existe pas. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup ça, mais j'en ai pas, malheureusement. Je suis déçue. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je trouve ça difficile de répondre à cette question-là dans le sens où c'est tellement, tellement variable d'un individu à l'autre, puis tu sais, de l'histoire d'une personne à l'autre. Tu sais, Laurie vient de nommer quelque chose d'hyper important en lien avec son histoire à elle, que comme Gabrielle a clairement pas eu, puis qu'un autre maman a pas eu, qui est comme tellement spécifique. Puis c'est sûr que j'ai plein d'affaires à dire, mais tu sais, je vais me concentrer sur deux choses. Première, un petit aparté aussi qui fait un lien avec le début de l'épisode un peu, mais quand on dit qu'il faut prendre en compte le background de la santé mentale, mais tu sais, il faut aussi prendre en compte tout le background de la personne en soi. Comme je fais de la recherche, je fais ma maîtrise justement en ce moment, puis j'étudie comme tout l'impact des traumas sur la périnatalité, puis ça fait comme tout un lien, tu sais, avec ça. Fait qu'il faut tellement aller voir comme chaque personne, c'est quoi son vécu, puis ça, à travers ça. Puis si, mettons, je peux m'avancer sur un truc un peu, moi, ce que j'aime bien, puis là, vous allez comprendre que j'aime beaucoup les images. OK? Souvent, ce que je vais dire aux mamans, c'est, on va imaginer un conseil d'administration dans notre tête, OK? Puis souvent, comme un petit peu comme le film Inside Out, là, tu sais, il y a plein d'émotions, là. J'aime bien imaginer un peu de cette façon-là, où est-ce que on va faire imaginer ce conseil d'administration-là, puis dire, là, en ce moment, là, quand je perds patience, ou quand je me sens coupable, ou c'est qui parle? Qui est-ce qui s'est levé autour de la table? Tu sais, dans un conseil d'administration, il y a tout le temps des gens qui parlent pas, il y a tout le temps des gens qui parlent bien plus fort, il y a tout le temps des gens qui arrêtent pas de parler, qui écoutent personne. Fait que là, c'est qui parle? Puis est-ce que j'ai vraiment envie de laisser cette personne-là continuer à parler, ou j'ai envie que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne parole? Fait que d'utiliser peut-être cette image-là, j'aime bien, puis j'ai beaucoup de clientes quand je leur dis ça, je les revois la fois d'après, puis ils sont comme, ouais, là, j'ai parlé à mon conseil d'administration. Je suis comme, excellent! Fait que des fois, c'est un peu comme ça, je tourne un petit peu à la blague, mais vraiment dans l'idée de, effectivement, on normalise puis on dédramatise un petit peu tout ça, puis on va venir juste comme se parler, puis tu sais, se réguler. On se détache pour se rendre compte que des fois, il y a des pensées qu'on peut avoir ou des réactions qu'on peut avoir, ça nous vient d'autres choses. C'est-à-dire, c'est pas vraiment nous, hein, c'est peut-être notre mère qu'on entend, c'est une expérience passée qui vient intervenir, un trauma, etc. Moi, je trouve en tout cas que ça désamorce la culpabilité de se rappeler aussi que, encore une fois, on ne contrôle pas tout, hein. Ça arrive de façon tellement spontanée, mais ensuite, je peux m'adresser au conseil d'administration. Puis là où j'ai du pouvoir, c'est de dire, hey, sais-tu, t'as assez parlé. Exact. Donc, ça, je trouve ça vraiment très puissant comme métaphore. Merci, Vanessa. On est déjà rendu à la conclusion. Je pense qu'on aurait pu parler très, très longtemps encore. C'est un sujet qui est complexe. Vous l'avez toutes nommé. Il y a beaucoup de différences, de nuances à mettre. Mais en conclusion, j'aimerais vous entendre sur vos souhaits, en fait. Tant au niveau individuel que collectif, là. Qu'est-ce qu'on aimerait qui change pour nous aider, tout le monde, là, à réduire l'épuisement parental, soutenir un petit peu mieux les parents dans leur rôle? Laurie? On peut-tu sacrer patience aux parents, puis on peut-tu sacrer patience aussi dans un sens, tu sais, parce que tout le monde, tu sais, Annie, tu l'as un peu nommé tantôt, là, t'es dans l'adolescence, ce qui fonctionne pour tes ados, c'est peut-être pas nécessairement ce qui va fonctionner pour d'autres ados. Donc, ce qui fonctionne pour ma fille, c'est pas ce qui va fonctionner pour d'autres. Ce qui fonctionne pour quelqu'un, c'est pas ce qui va fonctionner pour ma fille. Fait qu'il y a tellement d'enfants différents, il y a tellement de parents différents. Pourquoi il y aurait juste une façon? Que c'est cette façon-là qu'on devrait faire, parce que c'est sûr que si on veut tous suivre la même mode de façon, on va tout être brûlé. Parce que ça va peut-être une personne ne sera pas brûlée parce que ça va convenir parfaitement à elle puis à son enfant, mais tout le reste, ils vont être complètement brûlés, tu sais. Fait que de faire attention, c'est des fois à nos mots, c'est de dire, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ça veut pas dire que c'est ce qui va fonctionner pour toi, mais moi, ça fonctionne pour moi, je suis heureuse là-dedans. Fait que vraiment, puis de se demander, c'est quoi qui me rend heureuse? C'est quoi qui me fait sentir bien dans ma parentalité? Sans regarder ce qui se passe à gauche, sans regarder ce qui se passe à droite, juste
qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui rend heureux mon enfant, that's it. Puis je me rends compte avec le temps que les enfants, là, ça prend pas grand-chose pour les rendre heureux. On a juste besoin d'être là, puis ils sont heureux. Fait que allons-y comment nous, on le sent. Merci, Laurie. Vanessa? Moi, mon souhait, je dirais que collectivement, c'est que on se concentre tellement, on a tellement d'informations sur le développement de l'enfant, sur l'enfant en général, sur comment accueillir notre enfant, etc. Mais à quand est-ce qu'on va avoir l'information sur les parents? Comment on se développe comme maman? Comment on arrive là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer dans notre rôle de maman, puis là, je dis rôle de maman parce qu'on est tous des femmes ici, là, mais tu sais, comme rôle de papa aussi, là, tu sais, de partenaire, là. Fait que vraiment de donner plus d'informations, qu'on en ait plus, que ce soit plus accessible. Vraiment ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a une autre petite chose collectivement, je pense qu'il est un peu une idée licorne, là, mais tu sais, je pense que la parentalité aussi, l'épuisement parental est beaucoup lié à l'épuisement maternel en fonction des stéréotypes de notre société, puis tu sais, du fait que on accorde beaucoup moins d'importance à la femme, j'ai envie de dire en général, puis tu sais, comme là dans la maternité, puis les tabous de la maternité, fait que tu sais, qu'on puisse lever un petit peu le voile là-dessus, là. Oui, le poids de la charge mentale. On devait avoir un papa aujourd'hui, malheureusement, il a dû se désister. J'aurais aimé avoir ce point de vue-là aussi, mais faut quand même pas se leurrer, c'est quand même majoritairement féminin, l'épuisement parental, c'est démontré. Fait que oui, t'as raison, je pense qu'il y a encore du travail à faire dans l'équilibre des rôles dans notre société. Fait que j'espère, oui, OK, peut-être ça sera jamais vraiment parfait, mais continuer d'en parler, de le nommer, ça, je pense que c'est essentiel. Merci, Vanessa. Gabrielle? Oui à tout ça, mais je rajouterais de se faire confiance. Je pense que souvent, en tant que maman, justement, on est tellement bombardé d'informations qu'on oublie de se connecter à nous. C'est quoi nos besoins? Puis souvent, répondre à nos besoins fait en sorte qu'on répond aux besoins de l'enfant aussi en même temps. De juste comme faire confiance à son intuition. Moi, dans ma réalité, c'était mieux qu'à 6 semaines, Léo soit couché dans son lit. Laurie, c'est d'autres choses. Puis, hey, nos enfants sont-ils malheureux? Non, ils sont pas encore fuckés, c'est correct. Mais tu sais, de vraiment se faire confiance. Puis, je pense que c'est vraiment comme la clé, mais je sais que c'est vraiment pas facile à faire. Puis, je pense qu'un peu comme Vanessa disait, la société a un gros rôle à jouer là-dedans sur la pression qu'on met sur les mamans. Là, je dis pour les mamans parce que justement, on est toutes des femmes, mais tu sais, d'être parfaite, de travailler, d'être une bonne conjointe, d'être une bonne maman, d'être partout à la fois, c'est vraiment des gros enjeux. Puis je pense qu'en tant que société, on a un gros travail encore à faire là-dessus. Absolument. Tout ce que vous avez dit est très précieux. J'espère que ça va résonner pour les personnes qui nous écoutent et d'ailleurs à toi qui nous écoutes présentement. S'il y a des éléments qui t'ont fait réagir, t'as envie de répondre toi aussi à la question, n'hésite pas à nous laisser un commentaire sur Spotify notamment ou même à nous écrire individuellement ou à moi sur les réseaux sociaux. Ça va évidemment être un bonheur de poursuivre la réflexion qui se veut collective, justement. Comme je disais, on aurait pu parler 2 heures, 3 heures, voire même beaucoup plus, mais c'est pas terminé, hein, on va continuer d'en parler. Sur Foutrement vrai, la mission, c'est justement de briser les tabous, d'ouvrir les dialogues autour de la santé mentale et c'est pour ça que c'est important pour moi d'adresser cette question-là. Merci Laurie, Vanessa, Gabrielle d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé un bout de votre histoire, de votre vécu. C'est comme ça, je pense, qu'on peut semer des graines et faire la différence autour de nous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de continuer de prendre soin de vous et je vous dis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.